retour au travail des parents. L'argument social, l'argument du décrochage étant soupçonné de servir de prétexte plus que d'objectif réel. Les jours qui suivirent n'ont pas rassuré, puisqu'on a vu un ministre visiblement pris au dépourvu, le gouvernement demandant 10 jours pour présenter un plan qui finira d'ailleurs par contredire une partie des annonces que le ministre avait faites entre-temps, et puis l'annonce que le retour à l'école se ferait sur la base du volontariat, tant des familles que des communes, ce qui est en rupture complète avec la logique républicaine. Tout cela sur fond d'une inquiétude légitime qui parfois sur les réseaux sociaux tourne quand même à la panique. Des enseignants, des parents d'élèves, des élus. Le protocole qui a été élaboré par le gouvernement, par l'État pour encadrer ce processus de déconfinement scolaire s'est avéré souvent inapplicable par les collectivités territoriales qui ont pour cette raison nombre d'entre elles demander ou décider le report du déconfinement. Et les tout derniers arbitrages se faisant la semaine dernière, les nombres d'inspections d'académie n'avaient toujours pas de réponse à apporter aux questions restantes des municipalités. Résultat, par exemple, dans le Val d'Oise, le Parisien annonce que ce matin, il n'y aurait eu que 80% des élèves qui seraient revenus en cours aujourd'hui. Pourtant, la question sociale, la question du décrochage scolaire, la question de l'isolement des élèves, qui sont d'abord des enfants, font bien partie des problèmes à résoudre. Et en septembre, le virus sera toujours là et on a du mal à imaginer que la rentrée scolaire se déroule dans des conditions aussi dégradées que celles qu'on nous propose aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Nicolas Glière. Bonjour Nicolas, qui est professeur de français et membre des Stylos Rouges, qui nous fera donc sans doute un petit bilan de cette première journée de déconfinement scolaire théorique, de l'état de l'école aujourd'hui, et de ce qui nous attend et de ce qu'il aimerait peut-être proposer pour demain. Vous le voyez peut-être pas, mais il y a plusieurs participants à ce webinaire qui pourront poser des questions à Nicolas dans le cours du débat qui suivra son intervention. Nicolas, la parole est à toi. Alors, bonjour à tous. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que déplorer ne sert à rien. On le fait, il faut le faire. Mais en fait, il faut proposer quelque chose de neuf. Il faut proposer quelque chose pour aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Quelle doit être l'école de demain? Alors, ça s'élargirait même pour la fonction publique en général. Il y a plein de questions à se poser sur que doit être l'avenir par rapport à tout cela. En tout cas, on peut déjà faire un bilan, un constat sur qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on dénonce, nous, Stylos Rouges, depuis 1 an et demi maintenant? Toutes les choses qui ne fonctionnent pas et doivent changer. Alors, pour commencer par le confinement et cette journée de déconfinement aujourd'hui. Le bilan est sans appel. On a eu Jean-Michel Blanquer, dès le début, qui a refusé de fermer les écoles. Il l'a refusé avec fanatisme, avec idéologie, sans raison réelle, sans bonne motivation. Concrètement, à part, il faut continuer à faire tourner la machine. C'était obsessionnel chez lui et on a réussi à le faire plier. On a réussi à le faire plier et même le président était obligé de le recadrer, de le désavouer le jour où il a déclaré la fermeture des écoles. Mais Jean-Michel Blanquer n'en est pas resté là et jusqu'à aujourd'hui compris, il a continué à lutter contre la fermeture des écoles ou les laisser fermer, ce qui était encore le cas il y a quelques jours. Alors, il y a eu de nombreux couacs qui sont vraiment parfaitement représentatifs de la manière dont on traite les personnels d'éducation. Au moment de la fermeture des écoles annoncée par Emmanuel Macron, il y a eu de nombreuses menaces de la part des inspections, de la part des chefs d'établissement pour organiser des réunions en présentiel alors que le virus sévissait. C'était totalement absurde. On demandait aux gens de venir parfois à 100, c'est-à-dire un établissement complet, un lycée, pour faire des réunions, donc on s'en doute en plus parfaitement inutiles, qui pouvaient se faire à distance comme on le fait en ce moment même. C'était tout à fait faisable. C'était contre tout bon sens et pourtant, ils le demandaient. On est revenu en arrière, heureusement, on a obtenu gain de cause. Tout cela a été annulé et on est resté chez nous.
malgré les avis du conseil scientifique, Jean-Michel Blanquer a continué à vouloir rouvrir toutes les écoles, les collèges, les lycées. Retour en arrière, désaveu encore. Je crois que Jean-Michel Blanquer a passé son temps à se faire désavouer. Ça doit être dur à vivre, mais enfin bon, je m'en moque personnellement. Je pense qu'on est tous d'accord à ce sujet-là. Donc voilà, on a une espèce de réouverture complètement absurde qui a lieu, c'est-à-dire qu'on a les zones rouges et vertes, cette magnifique carte météo de l'état de l'épidémie. Et en gros, pour les primaires, il n'y a pas de problème, on a une seule carte de France. En revanche, pour ce qui est pour les écoles primaires, et en revanche pour les collèges et les lycées, là, il y a du rouge et du vert. Donc, c'est complètement absurde. Il n'y a aucune logique au niveau de la santé. Soit le virus est dangereux, soit il ne l'est pas. Soit les enfants sont contaminants, soit ils ne le sont pas. Soit les adultes, familles, enseignants, personnel d'éducation sont en danger, soit ils ne le sont pas. Donc, on montre ici l'absurdité de la manière de fonctionner de Jean-Michel Blanquer, de son ministère et du gouvernement. En plus, on a eu hier, je crois, Dordogne et Vienne, qui nous ont donné des exemples magnifiques de ce que donnait le déconfinement dès qu'il y avait un regroupement de 10 personnes. On ne parle pas de 100 personnes, on parle de 10. Bam, moitié malade, la moitié ont le Covid, dans un collège dans la Vienne et pour un enterrement en Dordogne. Ça nous montre ce que va être l'avenir. Et pourtant, on continue à marche forcée à vouloir ouvrir les écoles. C'est stupide, c'est comme ça. Peu importe, il continue. Les arguments qui étaient là pour rouvrir les écoles, c'était, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Frédéric, en intro, c'était l'idée qu'il fallait que les parents retournent au travail. Bah oui, mais sauf que Jean-Michel Blanquer vient de dire qu'il voulait que les élèves y aillent une fois dans le mois. Donc, je ne vois pas comment les parents vont pouvoir retourner au travail si leur enfant va une fois dans le mois à l'école. Donc, cet argument est faux. Ensuite, la lutte contre le décrochage. Bah, si on y voit une fois dans le mois, on décroche toujours autant. Deuxièmement, je pense que tout prof censé, et même beaucoup de parents savent qu'un décrocheur ne va pas venir mi-mai à l'école. S'il n'y va plus, il ne va pas venir mi-mai. Bon, donc c'est complètement absurde. Et on rajoute à ça, alors l'école serait le lieu pour combattre les violences familiales. Donc en gros, un enfant, en venant à l'école, pourrait n'être battu que le soir. C'est complètement illogique, absurde et sinistre en plus. Je ne vois pas ce que ça changerait. Ou alors il vient une semaine sur deux, donc il reste toute la journée à se faire taper à la maison une semaine, et l'autre, il échappe à la violence familiale à l'école, mais pour se refaire cogner le soir. C'est complètement aberrant. C'est cynique, c'est vraiment, enfin, ça ne tient pas. Donc tous ces arguments sont tombés d'eux-mêmes. Et puis, l'irrespect et le mépris qui caractérisent le ministère à l'égard des enseignants est aussi visible dans les propos de Jean-Michel Blanquer, qui a expliqué que tester les profs, ce serait du gâchis. Donc là, on est vraiment au comble de la non-considération. On est du gâchis, on est des cobayes, on nous balance, on voit ce que ça donne, aucun problème. Il a expliqué ce matin que c'était plus dangereux de rester à la maison aussi que d'aller à l'école. Donc là, bon, sans commentaire, je pense qu'on n'est plus à une ineptie près dans ce gouvernement. C'est pas le seul d'ailleurs. Donc voilà, on est dans un bilan cacophonique, bourré de couacs. Il y a un mépris constant. Notre télétravail est méprisé par les parents parfois, par la société, par le gouvernement qui oublie qu'on travaille, exactement comme notre moitié de temps de travail qui se passe à la maison, quand on corrige, quand on prépare. Les gens l'oublient, ne le voient pas. Et puis, il y a une chose qu'il faudrait rajouter aussi dans les injonctions qui peuvent nous être faites sur la reprise. L'école n'est pas un hôpital. Nous, on n'a pas signé pour travailler comme dans un hôpital. Un médecin, un personnel soignant, sait qu'il prend des risques pour sa santé en allant bosser. Il a signé pour. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Il est mal payé pour, on est tous d'accord là-dessus. Mais ce n'est pas le boulot d'un prof. On a déjà assez de problèmes comme ça. Un militaire sait qu'il peut mourir. Ce n'est pas notre cas. Nous ne pouvons pas accepter de devoir aller au boulot dans des conditions hospitalières avec des risques pour notre santé, celle des familles, des parents, enfin pour les parents d'élèves. Donc voilà pour ce bilan pas très glorieux. Alors on peut dire aussi qu'on a travaillé largement, on en est témoin sur les styles rouges, on en parlait énormément. Le boulot à distance a été difficile, a été long. On a appris des choses aussi en le faisant, c'est vrai. Mais enfin, ça reste une situation exceptionnelle. Il ne faudrait quand même pas suivre Jean-Michel Blanquer dans son délire expliquant que c'est l'avenir de l'école, que l'avenir distanciel, c'est formidable, que parce que c'est numérique, c'est forcément génial et c'est l'avenir. Au contraire, ça va démolir complètement tout contact entre les gens, ça va remettre les jeunes au sein de leur milieu, au lieu de les mélanger, au lieu de leur permettre de s'ouvrir, de découvrir autre chose. Donc sûrement pas. L'informatique ne doit être qu'un outil, une aide, ça ne doit pas être une espèce de fétiche. On n'est pas du tout là-dedans. Nous dénonçons même cette dérive, cette volonté de probablement supprimer plein de postes pour faire des conférences
sous la surveillance de gens mal payés. Ce seraient les surveillants, par exemple, dans une salle. Alors, quel est le problème concrètement de l'école? Ce qu'il faudrait régler, ce qu'il faudrait pallier comme problème, c'est que c'est une école sous influence. C'est une école sous influence de deux parts. Premièrement, c'est une école qui est sous l'influence de l'idéologie libérale. Alors, on le sait notamment par un papier ce matin montrant que M. Querero, directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer, est aussi à l'IFRAP, donc très connu par Madame Verdier-Molinier, cette furie libérale, dont le seul but est de détruire la fonction publique. Et en gros, ça veut dire qu'à la tête du ministère, on a un idéologue faisant partie d'un think tank qui n'a aucune légitimité, qui n'a aucun droit à la parole. On se demande pourquoi il parle, de quel droit il donne son avis, de quel droit il se permet concrètement d'orienter l'éducation. Il se retrouve donc à la tête, dans les faits, du ministère. Et puis on a une autre influence qui est là depuis très longtemps. Alors là, c'est un avis très personnel. On a l'influence de ce qu'on appelle les pédagogues, qui sévissent et détruisent l'école aussi depuis près de 40 ans. Très bizarrement, les deux, les libéraux et les pédagogues, utilisent le même jargon, utilisent le même vocabulaire, travaillent en équipe, pédagogie de projet, une obsession pour la destruction des savoirs, un mépris même des savoirs, c'est-à-dire que le savoir est forcément mal vu. Alors pour les libéraux, parce qu'ils estiment qu'il n'est nécessaire que pour les riches et les classes dominantes concrètement, pour schématiser. D'autre part, pour les pédagogues, parce que le savoir serait bourgeois et méchant. Et donc, il ne faudrait plus y faire appel, il faudrait niveler par le bas, il faudrait constamment faire du ludique, s'amuser à l'école. Donc, ces deux dérives idéologiques ont sapé l'école et continuent à le saper parce que tout le ministère, concrètement, est gangréné et toutes les instances scolaires sont gangrénées par une idéologie au lieu d'être dans quelque chose de pragmatique et de concret. Au lieu de se mettre à enseigner, c'est-à-dire qu'est-ce que le métier concrètement? C'est transmettre des connaissances à des élèves. On n'est pas des parents, on n'est pas là pour les éduquer. Ça, c'est le rôle des parents. Il faut le répéter avec force. Les parents ont oublié ce rôle, ils se déchargent sur l'école. L'école n'a pas à les remplacer. Elle ne peut pas les remplacer, on n'est pas là pour ça. Donc, ce lien prof-élève doit revenir au cœur de l'école. Nous n'appelons pas, je n'appelle pas un retour de la Troisième République, hein, c'est pas du tout l'idée, ni à battre les élèves, on en est loin. Simplement, il faudrait un petit peu de sortir de cette idéologie et mettre un peu de raison là-dedans. Une école qui cherche uniquement à être dans l'apprentissage d'un métier futur, qui cherche à créer des petits soldats pour l'entreprise, ne me convient pas. L'école n'est pas faite pour ça. D'ailleurs, ce serait mentir aux enfants que de leur dire qu'ils vont tous être avocats ou médecins. La société n'en a pas besoin, c'est terrible à dire, mais c'est une réalité. 100% des élèves seraient bons à l'école. Il y en aurait toujours qui seraient, par exemple, caissiers ou autres. Des métiers, comme on le sait, socialement dévalorisés. Pourquoi? Parce que la société a besoin de gens divers, de métiers divers. Donc, expliquer aux élèves que même s'ils travaillent bien ou je ne sais quoi, ils réussiront tous, c'est un mensonge. Donc, l'école ne peut pas avoir comme seul but de préparer les métiers futurs. Une école qui trie les gens pour en faire des petits soldats d'entreprise, on n'en veut pas, ce sont les libéraux. Et puis une école faussement bienveillante, celle des pédagogues qui explique qu'il faut que chaque enfant soit épanoui, vienne s'amuser, fasse du ludique parce que l'école est ennuyeuse, eh bien c'est lui mentir. Il faut qu'il vienne à l'école pour s'épanouir, pour s'ouvrir, pour apprendre des choses qu'il n'a pas dans son milieu d'origine. Sinon, l'école trahit complètement son rôle. Le rôle de l'école, c'est d'ouvrir, d'épanouir. Pas d'enfermer quelqu'un dans son milieu en disant qu'il ne peut pas le dépasser. En tout cas, c'est ma conviction. Et je pense que c'est ma conviction de gauche aussi, à ce sujet-là. En gros, c'est lutter contre le chacun à sa place. Et c'est lutter contre le venez comme vous êtes. Les libéraux ont vraiment ça en tête, cette pub McDo, venez comme vous êtes. C'est-à-dire, apporte de chez toi à chaque fois, viens avec ta différence. Et c'est faussement tolérant. Parce que venir avec sa différence, c'est en fait s'imposer au groupe et pas être dans le compromis. Je pense que l'école doit être dans le compromis. On doit venir, et pas dans la compromission, on doit venir avec qui on est, on doit se faire accepter comme on est, mais on doit aussi faire des efforts. Et ce sens de l'effort manque terriblement à l'école, dans une école où on passe son temps à dire aux élèves qu'ils sont tous géniaux ou tous malades. Parce que c'est une autre chose que les pédagogues ont beaucoup mis en avant, c'est comment, à force de volonté de différencier tout le monde, on a rendu tous les élèves malades. On en a fait des malades ou des génies, avec les parents derrière qui étaient rassurés par ce test-là.
des parents qui se sont mis à voir chaque problème de leur enfant non pas comme un problème d'apprentissage, mais comme tout bêtement une maladie. Alors, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec 100% de dyslexiques dans une classe, ce qui est scientifiquement impossible. On s'est retrouvé parfois avec 100% d'enfants géniaux, des parents à longueur de réunion expliquant que leur enfant était un génie incompris. Et tout cela nuit à leurs enfants. Il faut essayer de le faire comprendre aux parents aussi, que les parents en fait se trompent de combat et nuisent à leurs enfants en faisant cela. Alors, ça peut paraître dur comme message, en tout cas, c'est le mien, je l'assume. Dire aux parents, mais vous coulez vos enfants à prétendre qu'ils sont des génies. Vous coulez vos enfants à dire qu'ils sont malades. La plupart d'entre eux ne sont pas malades, ils n'apprennent pas leurs leçons. Poussez-les à apprendre, c'est pas si difficile que ça. Des générations ont réussi à le faire, ils peuvent le faire demain. Et puis alors, l'autre chose qui fait de cette école un outil sous influence d'idéologues, c'est l'idéologie conservatrice. Alors, on a les libéraux, on a les pédagogues qui sont leurs copains objectifs dans les faits, même avec des bonnes idées, avec comment dire, une bonne volonté, une bienveillance à la base. Et puis, on a les conservateurs purs et durs qui estiment que la hiérarchie a toujours raison. Alors ça, sur les stylos rouges, on en parle, et puis pas de vague avant, on en parle depuis des éons. La hiérarchie a toujours raison. Un inspecteur qui harcèle un prof a forcément raison. Il est toujours soutenu par la hiérarchie. Un chef d'établissement qui détruit systématiquement son équipe, ses surveillants, qui les harcèle, mais vraiment, enfin, je veux dire, judiciairement parlant, il mériterait de passer en justice, est soutenu par le ministère qui va psychiatriser systématiquement l'enseignant, le surveillant, la copie, par exemple. Et c'est quelque chose qu'on dénonce. On a un nombre de témoignages absolument incroyable à ce sujet-là. Et l'école meurt de ce harcèlement. En gros, elle est démolie par les pédagogues au niveau du niveau, concrètement. Elle est démolie par les hiérarques parce qu'elle crée de la souffrance. Il y a des gens qui se suicident. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Tout le monde a en tête Christine Renon. Ce n'est pas la seule. Son nom est ressorti, mais malheureusement, il y en a beaucoup d'autres. Et cette hiérarchie folle n'est contrôlée par personne. On a été reçu au ministère, on en a parlé. Le ministère n'a pas réagi. Le ministère ne nie aucunement ces harcèlements, ne nie aucunement ces inspecteurs, ces cheffaillons complètement dingues qui pratiquent leur sadisme à longueur de journée. Mais il n'y a absolument rien qui est fait par rapport à cela. Donc, il faudrait vraiment agir contre tous ces échelons de cheffaillons dingues. Il faudrait les mettre au pas. Et pour ça, j'ai des solutions, je propose des solutions, mais je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup. Alors, justement, avec ce constat accablant de l'état de l'école, et puis le dernier constat, évidemment, et le plus important pour nous, stylo rouge, c'est mais dans quel état est le métier? Pourquoi cette désaffection pour le métier? On est super mal payé, très mal payé, plus de 40% de perte de pouvoir d'achat depuis 83, alors qu'on a un bac plus 5 et qu'on enseigne aux générations futures. L'école a un manque criant de moyens et on n'est pas respecté ni par la population en général, ni par le ministère, notre employeur concrètement. Quelle école pour demain? Déjà, je l'ai dit, il faudrait cesser de vouloir médicaliser tout le monde. Arrêter de psychiatriser les gens en souffrance à l'école. Arrêter de psychiatriser les gens comment dire, qui ont un problème avec les élèves, par exemple, quand il y a un conflit. Et arrêter aussi de médicaliser les enfants. Non, ce ne sont pas des malades, ce sont des ados, des gamins. Et on est là pour les cadrer. On n'est pas là pour leur dire c'est super ce que tu fais, c'est une preuve de ton génie. Donc déjà, ça serait un bon début. Deuxième chose que je répète inlassablement, un inspecteur qui n'a pas cours n'est pas un professionnel, il ne sert à rien. Voir ces espèces de bandes de courtisans, carriéristes, courir derrière un recteur ou un ministre à longueur de journée dans ses déplacements, c'est ridicule. Les entendre faire des réunions parfois à public forcé, c'est pitoyable. Nous, on demande à ce que ces inspecteurs soient des collègues, déchargés de cours une partie du temps, et inspectent, beaucoup plus régulièrement d'ailleurs, pour véritablement voir le travail qu'on fait et pas des faux cours pratiqués. Et là, ils pourraient vraiment nous aider. Là, ça deviendrait un vrai corps de vrais professionnels. Pour l'instant, ce sont des larbins, c'est tout ce qu'ils sont. Pour les chefs d'établissement, pour qu'ils soient efficaces, il faudrait peut-être qu'ils retournent en classe. 2 heures, 3 heures par semaine, une demi-journée. Dans l'enseignement privé, c'est fait. Je ne vois pas pourquoi dans le public, ça ne serait pas fait. Donc voilà, déjà, si ces gens-là étaient plus sur le terrain, je pense que l'école irait beaucoup mieux. Ça coûterait rien du tout, ça rapporterait même de l'argent à l'école. Ça, ce serait déjà une première solution. Là, je parle un petit peu d'organisationnel, concrètement pour l'organisation de l'école. Pour rester un petit peu sur ce schéma-là, qu'est-ce que pourrait être l'école de demain? Une école dans laquelle les concours sont revus.
Les concours étaient détruits par notamment Najat Vallaud-Belkacem, par l'idéologie pédagogiste. On a mis dans les concours de profs de recrutement de plus en plus de didactique. La didactique, c'est du vent. La science de l'éducation n'est pas une science, c'est une espèce de religion tenue par Mérieux et ses grands prêtres, par des ayatollahs qui disent comment penser aux gens. C'est une mode qui vient de l'entreprise américaine, il faut quand même le rappeler, hein, néolibérale. Donc désolé, mais en tant que prof de gauche, moi ça me choque. Je ne suis pas cela. Donc des concours dans lesquels le contenu disciplinaire reviendrait, parce que si je peux témoigner d'une chose, c'est que c'est le concours qui m'a donné l'assise, l'assurance et ma qualité de prof. Ça m'a donné une assurance énorme pour faire cours. C'est pas la didactique qui me l'a donné. La didactique, c'était nul. C'était n'importe quoi. Il y avait une vieille qui annonnait au fond d'un amphi et c'était ennuyeux. Tout le monde s'ennuyait, tout le monde regardait des catalogues en ligne pour faire son shopping. Donc, il faut parler vrai, il faut arrêter. Et en formation, d'ailleurs, c'est la même chose. La plupart sont ineptes. Donc, il faudrait revoir cette formation, qu'elle fasse plus place au contenu savant d'une part. Par exemple, je parle de ma matière en français, briefer les gens en grammaire, parce que beaucoup de profs de français ont peur de la grammaire. C'est scandaleux. Ils n'ont pas à avoir peur de la grammaire, c'est leur métier. Ils doivent la connaître et l'enseigner. Donc, il faudrait redevenir exigeant à ce niveau-là pour avoir de bons profs. Et je tape sur personne en soi. C'est l'ensemble du système qui s'est cassé la figure. Mais pour avoir des bons profs, il faut qu'ils soient bien formés. Quand on a de mauvais formateurs, on est mal formé. Donc, ces formateurs devraient arrêter de nous servir une soupe indigeste et au contraire faire du concret, de la matière et de l'accompagnement concret sur le terrain. On devrait remettre le compagnonnage en place, un tutorat concrètement. Ça, ce serait une vraie formation. Aller observer des profs, être accompagné, avoir des profs qui viennent en classe, mais tout le temps, toute l'année. Ça, c'est une vraie année de stage. Ça, c'est du concret. Ça, c'est du pragmatique. Ensuite, il faudra arrêter de changer les programmes tout le temps. Donc, on pourrait, par exemple, exiger, c'était une idée que j'avais, on pourrait, par exemple, mettre un délai pour les changements de programme. On pourrait exiger, dans la loi, hein, concrètement, interdire à un ministre de changer les programmes. Tout simplement, un programme a une durée. Il n'y a aucune raison objective pour modifier les programmes tous les 3-4 ans. La seule raison qu'on pourrait y voir, c'est parce qu'ils sont en conflit d'intérêts avec les maisons d'édition, eux, leurs proches ou les hauts fonctionnaires qui les entourent. Si c'était avéré, ce serait d'ailleurs un scandale d'État, il faudrait demander à être remboursé. Je rappelle quand même que c'est 25 € l'unité un manuel, qu'on en jette des centaines de milliers par an, et que les programmes n'ont pas besoin d'être modifiés sans arrêt. Donc déjà, on sanctuarise un peu les programmes. À la marge, on peut les modifier. Mais qu'est-ce que c'est que ça de vouloir sans arrêt changer les programmes? Je pense que tous les profs du pays en ont marre de sans arrêt devoir rebosser des réformes complètement inutiles. On enseigne très bien à nos élèves sans ces réformes. Ça se passe très bien. D'ailleurs, beaucoup de gens ne suivent pas les réformes. Et ils ont bien raison. Autre chose qui serait très importante pour l'école, je vais me rapprocher de l'école, du cours. J'essaie de partir du lointain au plus proche, on va dire. Alors, je ne vais pas me faire des amis, évidemment. Les parents d'élèves, pour moi, sont un vrai problème. Pourquoi? Parce que les parents d'élèves sont devenus des associations de consommateurs. C'est vraiment que choisir. L'école ne leur appartient pas. L'école n'est pas leur problème. L'école, ils ne la connaissent pas. Être prof, c'est un métier, ce n'est pas le leur. Chacun sa place, chacun son métier. Alors, cela veut dire quoi? Qu'ils ont à attendre de l'école qu'elle transmette des connaissances à leurs enfants. On n'est pas une garderie, on n'est pas là pour les arranger. Les parents n'ont pas à estimer que l'école est un centre aéré, un lieu d'animateur ou un hôpital de jour. Ce n'est pas le cas. Un prof est là pour transmettre ce qu'il sait le mieux possible, avec sympathie, avec drôlerie parfois, il n'y a aucun problème. Mais il n'est pas là pour s'occuper uniquement de leur enfant, qui est dans un collectif. Leur enfant n'est pas le seul centre d'intérêt du prof, c'est le groupe. Ça, il faut leur rappeler maintes fois. Et puis, je répète, on n'est pas une garderie. Ensuite, les parents ne sont pas compétents en la matière, donc ils ne sont pas là pour nous expliquer comment faire cours à leur enfant. Ils ne sont pas là pour nous dire, même s'ils connaissent la matière au passage, hein, ce n'est pas la même chose de connaître une matière et de l'enseigner. Et puis parfois, c'est très lointain. Donc, ils ne sont pas experts. Ce n'est pas parce qu'ils sont passés à l'école que les parents peuvent se permettre de nous dire comment faire notre métier. Et ça, c'est une des grandes tragédies du métier de prof, c'est que tout le monde est passé par l'école, tout le monde a son avis dessus. Je me souviens comme ça de parents d'élèves, des malabars, un peu des papas costauds, qui expliquaient ouais, avec moi ça se passerait pas comme ça, je me laisserais pas faire. Mais vas-y mon coco, va leur enseigner, va avoir les connaissances nécessaires, plus l'attitude nécessaire pour faire cours. Évidemment, il parlait de mettre des baffes. Ça paraît assez inutile pour tenir une classe, j'en ai jamais eu besoin.
Donc, des parents qui retournent à leur place, dans le bon sens du terme, pas dans un sens méprisant, serait essentiel pour que l'école aille mieux. Je suis désolé de le dire, mais à mon sens, l'entrée des parents à l'école a été plus nuisible qu'autre chose. C'est une grande défiance, en fait. Pourquoi sont-ils aussi défiants à l'égard des profs? Autant il y a 80 ans, les enseignants parfois étaient violents avec les élèves. C'était un autre monde et c'est un monde qu'on condamne, qu'on conteste. Mais on n'est pas non plus obligé d'être dans un monde de défiance à l'égard de l'adulte et de l'enseignant. Comment forger de bons citoyens pour demain si on est dans la défiance de la parole de l'adulte et du rôle de l'adulte? Donc non, je le rappelle, l'enfant n'est pas un génie forcément. Il ne sait pas tout. Le prof sait plus de choses que lui dans sa matière. C'est quelque chose qu'il faut rappeler avec force. Une école qui remet ce savoir au cœur des choses serait, à mon avis, nécessaire pour que l'école et même la société aillent mieux. Alors, de manière plus proche, en fait, aussi, qu'est-ce qui a pu poser problème à l'école et qu'on ne devrait plus voir? C'est une école aussi qui a beaucoup péché par lâcheté. Je veux parler, alors c'est assez polémique encore une fois, mais je veux parler de ce qui s'est passé, évidemment, les attentats de 2015. Une école qui a laissé des dérives sectaires avoir lieu en son sein, qui a laissé des élèves tenir des propos horribles sans réagir. Une école qui a fait l'impasse sur le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, volontairement, mais vraiment par lâcheté. C'est-à-dire que l'inspection, par exemple, si je me souviens, en 2011, lors d'une énième réforme des programmes, l'inspection de français avait oublié le XVIIIe siècle. Il n'y avait plus de XVIIIe, il avait disparu. Donc, devant le tollé, ils l'ont rajouté, ils ont expliqué qu'ils l'avaient oublié. C'était évidemment pas un oubli, c'était une volonté de passer sous silence des parties du programme qui auraient pu choquer une certaine catégorie d'élèves, c'est-à-dire des élèves de milieux fanatiques. Il faut dire les choses clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'école doit revenir à la laïcité, une laïcité exigeante, une école qui fonctionne et qui intègre tout le monde, qui protège les gens de leur milieu d'origine, quel qu'il soit. Je ne parle pas que de l'islam, qu'on ne m'accuse pas de parler que de cela. On peut parler des évangélistes fous, on peut parler de tout ce qu'on veut, ou des témoins de Jéhovah d'ailleurs. J'ai une anecdote là-dessus aussi. Cette école-là, concrètement, elle doit être courageuse. Donc, un prof ne doit plus avoir peur d'enseigner le XVIIIe siècle en histoire ou en français. Il doit dire les choses sans tabou. Cette école doit être courageuse. Et c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Beaucoup trop de collègues sont lâches, je le dénonce et je les dénonce, ont peur des réactions des élèves, n'osent plus concrètement dire ce qui fâche, et on en vient à avoir de vagues débats de société complètement attendus et bien pensants. Ce n'est pas le but de l'école non plus. Elle doit ouvrir et elle doit avoir de l'esprit critique. Mais je reviens à cela, comment une école du futur, comment une bonne école pour l'avenir peut forger l'esprit critique si on empêche les profs d'en avoir, en leur tapant sur les doigts, en les menaçant si jamais ils en ont. C'est impossible. Donc il faut lutter contre ces hiérarques qui empêchent qu'on ait de l'esprit critique. L'autre grand problème de l'école, c'est la discipline. C'est complètement tabou. Alors le SGEN et l'UNSA notamment ont tout fait pour qu'on ne puisse pas en parler. Les autres syndicats, y compris le mien, il faut que je sois très honnête, c'est très divisant, on va dire, n'osent pas parler de la discipline. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur que ça stigmatise certains élèves. Donc concrètement, pour préserver quelques élèves, parce que heureusement il n'y en a pas beaucoup qui mettent le bazar en classe, qui sont des perturbateurs professionnels, eh bien on ne va pas en parler et on va nuire aux 95% d'élèves restants. Dans certaines écoles, il ne faut pas exagérer non plus. Mais en tout cas, l'indiscipline est en train de gagner toute l'école. Je pense que tous les profs en sont témoins. Ce n'est pas du tout un constat alarmiste ou cinglé ou parano. C'est une réalité. L'indiscipline est en train de gagner l'école. Pourquoi? Parce qu'on n'a aucune réaction, aucune réponse. Une école qui fonctionne, c'est une école qui a une discipline. C'est une école qui rappelle des règles. Et encore une fois, ça n'a rien de castrateur ou de méchant de rappeler des règles. Un enfant qui se met à hurler, monte sur des tables, insulte ses voisins, veut se battre, a une attitude délirante. On n'a pas à l'excuser 15 fois. Il le fait une fois, il ne le fait pas deux. Alors, différentes solutions seraient possibles. J'en ai une qui va me faire haïr encore une fois par mes amis d'une partie de la gauche. C'est l'idée qu'un poly-exclu doit être exclu, tout simplement. On a bien vu que l'école par visioconférence pouvait fonctionner. Eh bien, ça pourrait être une solution. Les parents se le gardent dans les mains. Voit ce que ça donne de l'avoir sans arrêt à la maison. Il est inscrit de force au CNED ou à quelque chose d'équivalent pendant quelques temps. Et puis, il verra, cet enfant et les parents aussi, s'il n'y a pas moyen de le cadrer pour qu'il retourne dans le circuit. Le but n'est pas de punir pour punir. Le but n'est pas d'écarter.
mais il faut bien faire quelque chose. On ne peut pas nier l'indiscipline qui détruit des collègues, qui les pousse à la dépression ou au suicide parfois aussi. On ne peut pas laisser l'école être prise en otage, et pour le coup, là, le mot est vraiment à utiliser, par quelques gamins perturbateurs, mal dans leur peau en plus, pas cadrés par leurs parents, et que l'école ne sait plus cadrer. Qu'est-ce que ça va donner plus tard? Ça donnera des petits pervers, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus du tout dans le cadre, qui se permettent tout, à qui on permet tout. Et l'école doit forger un citoyen responsable pour demain. Donc je pense qu'une bonne école pour demain, c'est une école qui cadre, pas qui castre, qui cadre. C'est très différent. Entre quelque chose de réactionnaire, on va dire à l'ancienne, et l'école hippie du tout permis, merveilleuse et niaise des pédagogues, il y a forcément un juste milieu. Tout n'est pas acheté chez les uns ou chez les autres. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Ça, c'est mon intime conviction. Le vivre ensemble, ça s'apprend et ça ne s'apprend pas sans règles. Ensuite, une école qui accepte aussi de ne pas estimer qu'un échec est grave. Oui, il y a des élèves en échec et ce n'est pas grave. Oui, il y a des élèves qui réussissent à l'école et c'est très bien. On ne doit pas stigmatiser l'élève qui réussit en disant que c'est un sale bourgeois ou qu'il est scolaire, comme on l'entend trop souvent, notamment de la part de formateurs. On ne doit pas non plus dire qu'un élève qui échoue, entre guillemets, à l'école est un raté. Mais il a le droit de ne pas être scolaire. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est une mentalité, je pense, qu'il faut changer pour l'école de demain. On peut échouer, on peut ne pas être bon quelque part. Je ne vois pas en quoi ça ne serait pas autorisé. Donc, ça fait partie des choses qui, justement, pourraient être faites pour une bonne école de demain. Plus de savoir, moins de blabla, moins de savoir-faire et de savoir-être mis en place pour masquer du vent, concrètement. Des parents qui retournent à leur juste place, moins de lâcheté de la part de l'institution, faire respecter des règles, y compris de la part des adultes, donc des inspecteurs mis au pas, des chefs d'établissement cadrés, une hiérarchie cadrée et bienveillante vraiment à l'égard des personnels mieux payés, mieux formés, avec un concours exigeant, qui remettent le savoir en place et qui arrêtent de recruter n'importe qui. On sait très bien le problème des contractuels mal payés, mal traités, mais aussi mal formés et sans les connaissances requises parfois. Ça ne peut pas aider l'école à aller mieux, c'est une évidence. Pareil, on m'aimera peut-être pas pour ça, mais tant pis. Peu importe. Et une école qui remette l'esprit critique au centre, le rapport professeur-élève et un esprit critique pour tous. Enfin, pour mieux payer les profs, des pistes, donc inspecteurs et chefs d'établissement devant les classes, mais on peut aussi agir face à la fraude fiscale, l'évasion fiscale, les niches fiscales qui ne servent quasiment tout à rien. Et on peut aussi peut-être arrêter de subventionner les cours particuliers qui vivent sous perfusion de l'État et qui ne sont absolument pas nécessaires. L'État peut se charger de les faire ou de subventionner ces officines de cours particuliers qui ne servent absolument à rien. Ça ferait beaucoup d'argent, en tout cas qui pourrait revenir. Et puis une école de la vérité, une école où on ne ment plus aux enfants par une espèce d'hypocrisie absolue, où on ne dit pas à un enfant qui a raté un devoir qu'il a réussi, ou qu'il est quand même bon quelque part. Non, ce n'est pas grave. Tu n'as pas réussi à faire du saut en longueur, de la même manière, tu n'as pas réussi ta rédaction. Est-ce tragique? Non, il n'y a rien de grave à cela. Tu vas répéter l'exercice et tu vas pouvoir, par exemple, réussir au bout d'un moment en répétant quelque chose. Les choses ne se devinent pas, on ne découvre pas le COD à la naissance, on ne découvre pas le saut en longueur, on apprend, on s'entraîne, on s'exerce et ça n'a rien de réactionnaire. Ce sera ma conclusion. Merci Nicolas pour cette conclusion. Alors, j'ai une première demande de parole de Monsieur Pierre Daudet, qui est dans le Cher, je crois. Néanmoins, avant de lui passer la parole, et j'indique aux autres participants qui sont sur mon écran de me faire signe dans l'outil conversation de Zoom, ou même un petit signe de la main. Normalement, à un moment, je les verrai. Je voulais quand même demander à Nicolas Glière, on a bien vu le constat de comment s'était passé ce confinement pour les activités scolaires et comment se passait difficilement, voire mal, cette première journée de déconfinement scolaire et cette préparation de cette reprise scolaire qui n'en est pas une. La question quand même que je voulais vous poser, c'est
qu'est-ce qu'on doit faire en septembre pour réussir la rentrée scolaire? Parce que, comme je le disais en introduction, la maladie sera toujours là. On n'aura vraisemblablement pas plus de profs des écoles ou profs de collège ou profs de lycée. Non, ça ne va pas arriver par génération spontanée. On aura toujours les mêmes salles de classe en primaire ou en secondaire. Le distanciel sera toujours pas plus merveilleux qu'il ne l'est aujourd'hui. Comme tu l'as dit, je suis bien d'accord avec toi. Donc, juste répondre à des pistes pour cette question qui me paraît importante, y compris pour les parents et pour les profs eux-mêmes. Et puis ensuite, je laisserai Pierre Dedé poser sa question. Alors, on n'en sait pas plus que ça, de toute façon. C'est-à-dire que ce qu'il faut accepter aussi, et de la part du gouvernement aussi d'ailleurs, c'est on ne sait pas. On ne sait pas où on en sera. Est-ce qu'il y aura une deuxième vague ou pas? Est-ce qu'elle viendra à ce moment-là? Est-ce que le virus nous aura dit au revoir? On n'en sait rien. Donc, effectivement, il faut préparer la suite. Pour l'instant, je dirais qu'au pire du pire, il y a le distanciel. Encore une fois, ce n'est pas une réponse satisfaisante, mais je pense que ça fonctionne mal, mais ça fonctionne à défaut d'autre chose. L'autre chose, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, un peu de présentiel, un peu de distanciel, c'est après tout ce qu'on est en train de faire là, mais je ne crois pas que ce soit une grande réussite actuellement. Du distanciel en attendant qu'on puisse retrouver nos classes. Moi, mon seul rêve, honnêtement, c'est de pouvoir retourner en classe, voir mes élèves, être en contact physique avec eux, enfin voilà, pouvoir les voir, discuter avec eux, échanger. Ça me manque. C'est ça un cours. Un cours, c'est vivant. C'est un rapport entre des êtres humains. C'est pas devant un écran interposé. Voilà. C'est quand même beaucoup mieux. Mais pour l'instant, on n'a rien de mieux. Donc, on verra aussi ce qui se passe. On verra en juillet, en août, comment le virus va. Et moi, j'ai pas de réponse à ce niveau-là. Je suis pas médecin, je ne suis pas le conseil scientifique. Et d'ailleurs, Jean-Michel Blanquer n'aura pas de réponse. Tout ce qu'il dira sera désavoué de toute façon, a priori. C'est une habitude, hein. C'est effectivement assez probable qu'il soit désavoué le lendemain de ce qu'il affirme. Pierre Dedé, la parole est à vous. Merci beaucoup Frédéric. Merci à Nicolas Aglière pour son intervention et tous les débats et les pistes qu'il a soulevées. Moi, j'avais une première remarque, question. J'ai un peu l'idée quand même de quelques éléments de réponse. Il y a quand même quelque chose qui m'a frappé, c'est que le gouvernement, alors Nicolas Glière l'a très bien dit, il y a eu dans un premier temps un moment d'attente avant que les écoles soient fermées. La justification a été scientifique. Hein, on s'est appuyé sur les constatations, les préconisations du conseil scientifique pour fermer les écoles en premier. Or, la décision de rouverture des écoles, est-ce qu'elle a suivi un avis du conseil scientifique cette fois-ci? Qu'est-ce qu'il en est de ce côté-là? On n'a pas l'impression d'avoir beaucoup entendu le conseil scientifique prendre une position pour une rouverture des établissements scolaires avant le mois de septembre et même plutôt le contraire. Donc ça, c'est une première question remarque. Ensuite, on a fini tout à l'heure avec Frédéric poser une question sur septembre. Que doit-on faire en septembre? Je constate que finalement, ce qui est préconisé aujourd'hui dans les écoles, c'est des groupes de 10 élèves, dans les collèges, des groupes de 15 élèves maximum pour des raisons sanitaires. Or, on ne sait pas du tout quelle sera la situation sanitaire à la rentrée. Certains évoquent une deuxième vague, d'autres sont plus optimistes, mais en fait, voilà, à moins d'être vraiment un spécialiste, c'est très difficile de trancher. Ce qui est sûr, c'est que les élèves n'auront pas eu des cours de manière classique pendant de nombreuses semaines. Et si on veut réussir la rentrée, est-ce qu'il ne faudrait pas donner des moyens exceptionnels pour pouvoir fonctionner par petits groupes, pour pouvoir avoir une approche un peu plus individualisée, pour pouvoir aider les élèves qui ont eu le plus de mal? Qu'en est-il de ces moyens? Est-ce qu'il y a eu des annonces jusque-là allant dans ce sens-là? Voilà, merci.
Qu'un veut-il rebondir sur la question de Pierre dans les participants, l'intervenant principal, Nicolas, une remarque sur le sujet. Je suis désolé, je t'entends pas. Tu m'entends pas? Allô? Là, c'est bon. Voilà. Donc, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir sur la question qu'a posée Pierre, enfin l'intervention de Pierre à l'instant, poser une autre question parmi les autres intervenants? Coucou. N'hésitez pas à me faire signe s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Alors, j'ai marqué Jean-Claude Massardo, mais quelque part, je me dis que madame ne s'appelle pas Jean-Claude. Natacha, on m'entend? Oui, Natacha, je crois qu'on t'entend, oui. Je voulais savoir, Nicolas, mettre les inspecteurs à égalité, enfin, est-ce que tu crains pas que tu veux établir en fait des profs qui deviendraient inspecteurs, c'est ça? Enfin, j'ai pas bien compris sur le. Alors, en fait, tu veux poser une autre question ou tu reprends la parole après, hein, y a pas de problème. Ouais. Je crains qu'il y ait en fait qu'il soit vu comme illégitime et que effectivement, pourquoi ils auraient légitimité enfin pas à contrôler, mais inspecter des profs s'ils sont aussi profs, quoi. Enfin, je comprends pas bien. Alors, justement, l'idée, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui t'inspecte, c'est pour vérifier que tu fais bien ton travail. On est bien d'accord. Premier constat, les inspections se passent souvent relativement mal. Les injonctions des inspecteurs sont aberrantes et déconnectées du terrain. Ils suivent des modes soit pédagogiques, soit politiques. Donc, ils ne font pas du tout leur travail. Ils ne font pas ce qu'on leur demande. En plus, ils n'inspectent jamais. Enfin, tu as bien vu, on est inspecté à peine tous les 10 ans. Donc, c'est assez absurde. En revanche, mais c'est aussi un angle d'attaque. C'est-à-dire que si l'inspecteur n'était plus quelqu'un qui venait sanctionner ton travail, mais quelqu'un qui venait avec bienveillance, vraiment de la vraie bienveillance, voir comment tu bosses et te dire « Ah là, j'aurais plutôt fait comme ça ». Tu vois, un collègue qui vient t'aider, qui vient repérer quelqu'un qui ne s'en sort pas, et parfois repérer un prof dont ce n'est pas le métier, hein, qui n'est pas fait pour le métier, ça changerait complètement la donne. Un collègue, que ça devienne un collègue, voilà, c'est ça l'idée, et qui sait de quoi il parle. Ouais, justement, le collègue, est-ce qu'il ne serait pas justement, il n'oserait pas dire les choses aussi. Je crois que les collègues, il n'oserait pas, et justement, il n'oserait pas. Moi, j'ai eu des tutrices quand même. Et c'est pour ça que je ne comprenais pas pour le concours. Moi, j'ai eu quand même des tutrices qui me donnaient des conseils, etc. C'était très bien, quoi. Ça, c'était super. Après, pour effectivement valider ton changement d'échelon, etc., c'est une grande responsabilité pour un collègue. Mais alors, quand je te parle de collègue, ce n'est pas un collègue du même établissement. Attention, Ouais. hein, c'est ça. C'est-à-dire que ça pourrait faire des échanges, c'est-à-dire que ça serait à temps partiel. Ça serait une possibilité de faire quelque chose de différent dans le métier. C'est d'ailleurs ce que c'est. Il ne faut pas se leurrer. Pourquoi les gens deviennent inspecteurs? Ce n'est pas par passion pour aller inspecter des collègues. Certains si, mais enfin, la plupart non. C'est soit parce qu'ils fuient les classes. Ça aussi, c'est un mauvais constat. Ça va être souvent des gens dégoûtés du métier, qui n'arrivent plus à le faire, qui n'ont jamais réussi à le faire, qui vont faire carrière en devenant inspecteur. Il faut quand même rappeler un truc que j'ai oublié. Le concours de chef d'établissement et d'inspecteur n'est pas un vrai concours, exactement comme pour devenir prof de fac. C'est juste une cooptation sur dossier. On appelle ça concours, mais c'est un scandale. Ça, il faudrait que ça revienne aussi, faire un vrai concours d'inspecteur, de chef d'établissement, qui soit recruté sur des vrais critères objectifs, clairs, que tout le monde connaît, et on devrait pouvoir se préparer à ce concours. Actuellement, il faut juste être un bon larbin. C'est tout, hein. Je veux dire, tu es bien vu par la hiérarchie, bam, inspecteur, chef d'établissement. Je suis désolé, ce n'est pas un bon critère. À la fac, c'est le mandarinat. Tiens, j'ai un petit jeune à placer, bam, je le place. Ah, il est prof de fac. Ça ne va pas du tout. Je veux dire, le supérieur, entre guillemets, et l'éducation nationale ne doivent pas fonctionner comme ça. Ça ne va pas, on marche sur la tête. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, il faut faire quelque chose à ce sujet-là. C'est une proposition. Mais il faudrait trouver un moyen, effectivement, pour que ces inspecteurs soient cadrés et ne soient plus des inspecteurs, mais des gens qui aident concrètement.
C'est ça ma proposition, ça va dans ce sens-là en fait. Alors, j'ai Christelle. Pardon. J'ai Christelle qui veut poser une question. Juste une remarque. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup de professeurs de collège ou de lycée. Notez pour nos auditeurs ou nos spectateurs que ce n'est pas exactement organisé de la même manière dans le primaire que dans le secondaire. Voilà. Et puis, donc, il y a Christelle qui veut poser une question et j'ai M. Pierre Dedeuil qui veut aussi reprendre la parole. Donc, Christelle, c'est à vous. En fait, je voulais repartir sur ce que disait, j'ai oublié ton prénom, pardon, qui parlait juste avant des inspecteurs. L'idée du premier degré, effectivement, me semble intéressante parce que dans le premier degré, on a un bataillon de conseillers pédagogiques et le rapport n'est pas le même. Il peut être bon ou mauvais. Effectivement, là-dessus, l'idée d'un cadrage de ce corps d'inspection me semble mais vraiment primordial. En revanche, il y a quand même une personne ressource qui est là dans le cas où on a une question sur la gestion des classes, sur le programme, sur tout ce qui nous pose question en fait au quotidien finalement dans la gestion de nos classes et dans la création de nos cours. Donc on a besoin de ça. Moi, j'arrive pas à comprendre pourquoi par une opération assez magique, dans le second degré, on n'aurait pas besoin de ces formateurs en fait. Et je pense que leur légitimité, à la limite, viendrait de leur expertise, de leur formation. Il faudrait vraiment se poser la question de la formation de ces personnes-là, tant sur le plan disciplinaire, pédagogique, gestion de classe, tout ce qu'on veut, que sur le plan relationnel aussi. Il y a une vraie formation à faire. Pour l'instant, effectivement, on a des gens qui ont des lubies personnelles et qui ont tout pouvoir de les exprimer finalement. Voilà, c'était à peu près ça. Je sais pas. Je vais passer la parole à Pierre, on enchaînera. Oui, alors sur le plan des inspecteurs, là, ça serait effectivement un autre sujet, un autre débat. Ce qui est sûr parfois, enfin moi j'ai pu constater que un inspecteur qui a un peu plus de recul qu'un chargé de formation, moi au début quand je suis rentré à l'éducation nationale, c'était l'époque des IUFM où il y avait des collègues qui étaient chargés de formation. Et il valait mieux parfois avoir vraiment affaire à un inspecteur qui avait un peu plus de recul qu'à un collègue chargé de formation qui était un peu plus le nez dans le guidon et qui parfois finalement détenait une sorte d'autorité un peu factice et qui en profitait pour en faire un mauvais usage, ce qui était moins le cas avec des inspecteurs. Mais bon, ça c'est je voulais réagir à une question que Frédéric posait sur l'école primaire, sur la première partie du bilan. Il y a quand même quelque chose, une ambiguïté dans ce qui est dit aujourd'hui. C'est pas une rentrée, hein. C'est une reprise avec des conditions dans lesquelles ça va pas beaucoup ressembler à une école classique normale. Les enfants ne vont pas jouer. Il y a beaucoup d'interdictions. Il y a le risque qui est quand même un environnement assez anxiogène. Moi, ce qui me paraît quand même certain, c'est que avant tout, on rouvre les écoles pour des motifs économiques. On a cherché à nous dire que on cherchait à aider ceux qui étaient le plus en difficulté. On va voir sociologiquement hein, si ce sont vraiment les élèves les plus en difficulté, dont les contextes socio-économiques sont les plus difficiles, qui reprennent. Je ne suis pas forcément persuadé. Et encore une fois, pour moi, le vrai enjeu, le vrai paquet doit être mis sur septembre, la rentrée de septembre.
soit on considère qu'on est dans une situation exceptionnelle et à ce moment-là, il faut des moyens exceptionnels, c'est-à-dire que les dotations horaires globales qui sont données à chaque établissement doivent être revues à ce moment-là, à la hausse, pour qu'on puisse faire des petits groupes, pour qu'on puisse avoir un suivi beaucoup plus individuel des élèves, soit on reste dans des propos lénifiants, plein de bonnes intentions, mais c'est pas en faisant reprendre 4 jours à la fin du mois d'août des profs volontaires avec des élèves qu'on va résoudre les problèmes de ces différents mois. C'est en faisant en sorte qu'on puisse pendant toute l'année avoir les moyens de travailler, peut-être différemment, peut-être en petits groupes, peut-être en revoyant les notions de classe, et à ce moment-là, en étant plus au plus près des notions de cycle, mais vraiment avec une souplesse. Mais ça, on peut pas le faire à 27 ou 28 élèves par classe. C'est pas possible. Nicolas? Par rapport à ça, en fait, il y a un autre vrai souci. Pour aider les élèves en difficulté, l'Éducation nationale a mis en place l'aide aux devoirs. Tout le monde est au courant. C'est gratuit, ça coûte très cher, forcément, puisque c'est multiplié sur tout le territoire. Quel est le constat? La plupart des élèves qui en auraient besoin n'y vont pas, parce que c'est sur la base du volontariat. On est exactement dans la même situation. Ça pose un gros problème. Là aussi, moi j'ai mon idée, ne serait-il pas possible pour les élèves en difficulté d'imposer aux familles, puisqu'on sait mieux que les familles le niveau scolaire de leur enfant, de dire bah non, toi ce soir-là, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide et tu iras, point final. Et ça fait partie du package école, c'est-à-dire que ça fait partie de la règle. On dit que tu dois y aller, tu y vas. Arrêtez d'être dans cette espèce de liberté libérale. On est vraiment là-dedans, un peu consommatrice, tu vas pas, tu fais comme tu veux. Un peu comme pour le passage aussi des élèves, on est quand même mieux placé pour savoir que les parents, si un élève est apte à passer au niveau supérieur ou pas. C'est quand même hallucinant qu'on en soit à des parents qui décident si l'enfant passe ou pas, comme si le redoublement était vu comme une punition alors que ça coûte 8 000 € à l'année, un redoublement. C'est une chance qui est donnée à un enfant. C'est pas du tout une punition. Je l'ai vécu. Ça m'a très bien réussi. Certains le disent peut-être mal, je ne dis pas le contraire. Mais enfin, c'est pas une punition. 8 000 €, c'est pas mal comme punition. Moi, je veux bien qu'on me punisse avec 8 000 € aujourd'hui. Voilà. Oui, je voulais quand même ajouter un truc tout à l'heure où on parlait de la question des fonctions et des concours de la fonction publique et dans l'enseignement et dans l'administration de l'éducation nationale. Moi, je suis fonctionnaire territorial. Alors, j'ai le biais fonctionnaire territorial. Vous verrez pourquoi je dis ça après, parce que c'est aussi le biais collectivité locale. Mais c'est vrai que nous, tout au long de notre carrière, on a des concours à différents moments pour monter en grade et pour faire des fonctions différentes. Et quand on n'a pas des concours, on va dire, externes ou internes, on a des examens professionnels pour nous faire monter ou pour changer de… Voilà. Et c'est vrai que c'est bizarre, moi venant de l'extérieur, cette idée de l'éducation nationale sur dès que tu vas faire autre chose pour être prof, une fois que tu as été prof, c'est été sélectionné par dossier, peu sur dossier, comme tu l'as présenté tout à l'heure, Nicolas. Je voulais revenir quand même sur ce que disait Pierre Dedé tout à l'heure, puisque effectivement la question de la rentrée de septembre pose potentiellement, si on veut la faire dans de bonnes conditions, avec une maladie qui serait toujours là, même si elle peut évoluer, des moyens qui vont être mis en œuvre. Et en dehors de la question des moyens humains de l'éducation nationale et éventuellement des libertés ou de la flexibilité qu'on vous donne pour pouvoir agir potentiellement auprès de vos élèves dans des conditions particulières, les aménagements qu'il y aurait à faire dans les établissements scolaires vont être à la charge des collectivités. Qui ont eu du mal à mettre en place, pour la plupart, ce qu'on leur a demandé de mettre en place pour cette reprise, qui n'est pas, Monsieur Dedé a raison, une rentrée scolaire, hein, qui était une tentative de réouverture, de reprise dans les établissements. Mais qu'est-ce qui va se passer si on doit faire la rentrée de septembre
avec des collectivités qui sont en train de voir leurs moyens déjà baisser depuis de nombreuses années, mais là, avec ce qui se passe économiquement, parce que cette crise sanitaire a aussi des conséquences économiques, voir leur budget s'effondrer dans les mois qui viennent, départements, régions. Or, ce sont elles qui vont devoir adapter les établissements potentiellement à de nouvelles conditions. Quelqu'un reveut-il la parole parmi les autres intervenants ou quelqu'un veut-il réagir à ce que je viens de dire? Juste pour l'égalité républicaine, par exemple, la reprise non reprise actuellement, on voit bien qu'il n'y a aucune égalité républicaine, ni unité républicaine, mais c'est un peu la même chose pour les dotations. Je ne comprends pas bien les différences de dotation qu'on peut avoir d'une commune à une autre pour une école primaire. Par exemple, en primaire, il y a des différences notables entre le prix des heures d'études que font les profs, combien ils sont payés pour ça, les moyens alloués aux bâtiments et autres. C'est un véritable problème et c'est encore une fois extrêmement libéral dans les faits. C'est-à-dire qu'on laisse chacun se débrouiller comme il veut, de manière faussement autonome, en fait, avec peu de moyens ou parfois beaucoup. Là, entre les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, il n'y a pas du tout les mêmes moyens, il n'y a pas du tout le même argent. Donc, c'est un véritable problème. Il y a une inégalité complète de l'école par rapport aux communes ou conseils départementaux. Donc ça, c'est pas normal. C'est quelque chose auquel il faut réfléchir pour une école de demain plus juste, justement. Y a-t-il d'autres demandes de parole parmi les participants? Moi, je n'ai pas de questions posées sur Facebook a priori pour le moment. Il y avait là, je voulais qu'on mette des choses. Alors, il y a Christelle qui me parle de feuilletage de responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, feuilletage de responsabilité? Je ne comprends pas. Je vous donne la parole. Ok. Si c'était nébuleux, simplement, en fait, je partais sur l'idée de Nicolas qui parlait de cette inégalité, en fait, sur le terrain des dotations qui étaient faites par la commune, le conseil général, etc. Enfin, on connaît tout ça par cœur. Moi, je vois des personnels qui sont extrêmement inquiets de savoir à qui on doit réclamer des masques, etc. Enfin, l'idée, c'est qu'on n'aboutisse plus à des chefs d'établissement, des directeurs, des directrices qui sont obligés, en fait, de suivre un parcours labyrinthique simplement pour obtenir leur dotation. Alors justement, une petite anecdote, je suis aussi parent d'élèves et il y a 10 jours, j'ai reçu un courrier électronique de la directrice de l'école de ma fille. Et là-dedans, dans le courrier, il y avait indiqué que la mairie serait chargée de fournir des masques à l'ensemble des adultes intervenant dans l'établissement. Ça m'a fait quand même extrêmement bizarre parce que normalement, pour ce qui concerne les enseignants, c'est à l'éducation nationale, c'est à l'État de vous fournir le matériel, donc y compris ce qui vous protège. Que la collectivité, là en l'occurrence c'était la mairie, fournisse ça aux personnes, les ATSEM, les personnes qui nettoient les locaux, et puis dans les établissements secondaires, collèges ou lycées, que le département, la région fournissent en matériel nécessaire pour ce type de reprise les matériels aux techniciens et ouvriers de service, ça me paraissait la logique aussi, mais on est rentré effectivement dans une gigantesque confusion qui n'a sans doute pas. Est-ce que, si jamais ça avait été possible, cette reprise du 11 mai puisse se faire dans les établissements scolaires de manière sereine, rationnelle et en tout cas rassurante pour un certain nombre de personnes? Et sans compter qu'aujourd'hui, par exemple, la reprise s'est mal passée dans pas mal d'endroits. On a eu pas mal d'échos.
d'établissements dans lesquels il n'y avait pas le matériel. Et l'explication qui a été donnée, c'est qu'on attendait que les élèves reviennent pour ça. Donc on est encore dans le mépris total des personnels, des adultes. En gros, si ça ne touche pas les enfants, finalement, c'est pas grave. Il faut pas que ça touche les enfants. Que ça touche les adultes, c'est pas un souci. Et ça, c'est un vrai problème. Comment se fait-il que des écoles primaires n'aient pas prévu le matériel aujourd'hui et ne l'aient que demain pour les enfants, ou quand les enfants seront là? Ça montre encore une fois l'absence totale de considération du ministère à notre égard et comment on nous considère de manière générale. Il faut rassurer les parents. Mais alors nous, ça passe à la trappe. Alors, j'ai une question qui s'adresse, qui va aller droit au cœur de Nicolas Glière, puisqu'il y a quelqu'un sur Facebook qui me pose la question en commentaire sur les inégalités et rapport au bac de français. C'est-à-dire que tout le monde s'est concentré sur la façon dont allait se passer le brevet des collèges ou le bac en général cette année dans ces circonstances si particulières. Et il y a encore des gens qui se posent des questions sur la façon dont le bac de français allait se dérouler, puisqu'il y a des élèves qui vont reprendre en juin, peut-être, d'autres pas forcément. Et ils vont bien entendu pas avoir, si tant est que le fait de reprendre les conditions actuelles permettent d'avoir un avantage par rapport à d'autres, en tout cas, ils n'auront pas la préparation à ce bac français dans les mêmes conditions. Alors, a priori, ils sont censés pouvoir choisir leur texte, je crois, c'est n'importe quoi, ce que M. Blanquer a évoqué. Dans tous les cas, donc, les pauvres élèves de première et leurs enseignants vont devoir préparer plus ou moins le bac de français sans savoir s'il aura lieu, puisque M. Blanquer se prononcera fin mai, début juin pour le moment. Donc, au lieu de prendre une décision maintenant, qui paraîtrait rationnelle, puisque et le bac et le brevet ont été passés en contrôle continu, il botte en touche, mais franchement, je ne comprends pas pourquoi. On est encore dans une espèce d'attente de je ne sais quoi. Il a envie que ça ait lieu. Il a envie que des profs et des élèves se retrouvent réunis et confinés dans un lieu au mois de juillet pour faire les épreuves anticipées de français, alors que tout le reste a été évacué en étant passé, pour cette année exceptionnellement, en contrôle continu. Je ne comprends pas. C'est encore l'obsession de M. Blanquer. Mais c'est de l'obsession. Hein. On est vraiment... Là, je pense que c'est psychologique. Hein. Il n'y a rien d'autre à dire. Pierre Dedé voulait faire une remarque sur la diversité des situations. Je vous redonne la parole. Merci. Oui, je voulais rebondir sur ce que Nicolas Glière disait il y a quelques instants. Effectivement, cette diversité-là des situations, elle me frappe beaucoup. Moi, je trouve que le gouvernement a réussi l'exploit à la fois, en même temps, on pourrait dire, de pécher par une trop grande verticalité des décisions. On a bien vu cette date du 11 mai pour la reprise qui a été lâchée par le président de la République sans qu'il y ait de justification scientifique, puisque en fait la réponse posait cette question tout à l'heure, mais le Conseil scientifique a émis un rapport qui a été rendu public le 25 avril, dans lequel il prenait acte de la décision du gouvernement de rouvrir les écoles à partir du 11 mai. Mais il y avait un rapport précédent qui datait du 20 avril, qui n'avait pas été ébruité et qui a été rendu public en même temps que celui du 25 avril seulement, dans lequel le comité scientifique se déclarait pour une ouverture des écoles au mois de septembre. Donc voilà, ça pose un petit problème. Et la différence, oui, de ce que je disais, c'est qu'on a à la fois cette grande verticalité avec un président de la République jupitérien qui décide de tout, et puis tout le monde après doit s'aligner et s'organiser. Et en même temps, on a demandé à chaque municipalité, chaque maire, chaque établissement scolaire de se débrouiller, à chaque famille de décider finalement si elle souhaitait mettre ou pas voilà, son enfant à l'école, de prendre la responsabilité ou pas. Moi, il y a des choses qui me frappent, c'est que dans les collèges, par exemple, sujet que je connais bien, l'obligation a été institutionnalisé pour que les élèves aient des masques. Simplement, ce sont les familles qui doivent se payer les masques. Les gels hydroalcooliques,
eh bien, c'est pas l'éducation nationale qui va les fournir aux établissements. Les établissements doivent se débrouiller. Collectivité. Il y a vraiment énormément de situations très très différentes. Et ça, c'est quand même un vrai problème, je pense. Tout est laissé, en fait, toujours. C'est la lubie de M. Blanquer, hein, cette autonomie des établissements, c'est la lubie fédéraliste. C'est le côté très libéral. C'est chacun se débrouille, chacun est libre de faire, mais en fait, le résultat, c'est une cacophonie. C'est une cacophonie dont on est victime. Et en gros, ce que tu disais tout à l'heure, Christelle, c'est on subit les lubies de chez Fayon parce qu'ils sont laissés dans la possibilité de faire leur lubie. On suit leur délire, tout bêtement. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on peut s'insurger, on peut lutter contre ça. Il faut juste que ce soit cadré. Mais pour que ce soit cadré, il faut qu'il y ait une volonté ministérielle. Donc, c'est un rapport de force, concrètement. Il faut qu'on gagne ce rapport de force, mais il est raisonnable. On ne demande pas la lune, on n'est pas là dans une contestation. C'est pas une contestation absurde, c'est pas une contestation délirante. Je veux dire, on demande des choses concrètes, légitimes, raisonnables. Aucune raison que ça ne fonctionne pas. Moi, je suis optimiste, hein, franchement, je pense qu'on peut obtenir des choses, mais il faudra se battre, clairement. Pour que l'école d'après soit différente, il va falloir se battre. Il y a beaucoup de conservatisme. Et pas là où le gouvernement l'explique. Très bien. Nicolas et les autres profs de collège, j'ai beaucoup de profs de collège en ligne, qui sont là. Dans tous les cas, selon vous, il n'y avait aucun moyen de permettre qu'on puisse faire une reprise des cours avant septembre. Il y aurait eu des moyens, mais il aurait fallu faire totalement différemment. Si tant est qu'on puisse reprendre en septembre. Il n'y a pas besoin. En fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a aucune urgence. Puisque de toute façon, on n'a pas les garanties pour. On ne peut pas préserver. Je veux dire, on ne peut pas préserver les gens. Édouard Philippe l'a expliqué. Édouard Philippe a dit que c'était un pari risqué. S'il dit que c'est un pari risqué, c'est qu'il y a un risque. Est-ce que c'est utile de prendre ce risque, sachant qu'on ne permettra pas de toute façon aux parents d'aller à l'école, d'aller au travail? Ça ne fonctionne pas. De toute façon, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc, il n'y a aucune urgence là-dedans. S'il n'y a pas les garanties, on n'y va pas. C'est vraiment ce à quoi on appelle, nous, les stylos rouges, à faire valoir notre droit de retrait, à noter dans les registres CHSCT ce qui dysfonctionne, ce qui ne permet pas de garantir notre sécurité. Mais il n'y a pas de nécessité. On en parlait tout à l'heure. Le cours distanciel fonctionne tant bien que mal. Eh bien, à défaut d'autre chose, on peut continuer comme ça jusqu'à début juillet. Il n'y a pas de drame. En plus, des enfants et des ados de plus de 12 ans peuvent se garder tout seuls. Il faut arrêter de raconter des âneries. C'est pareil, on a l'impression qu'on parle de bébé. Je pense qu'à 12 ans, on est capable de faire un minimum. Plus de 12 ans, oui, la question, c'est en dessous. Tout à fait. En dessous, c'est un vrai problème. Mais est-ce que les parents ne peuvent pas faire de télétravail? C'est-à-dire qu'à part les métiers qui ne peuvent pas faire autrement, il n'y en a pas tant que ça dans les faits. Je pense que toute réunion peut se faire par visioconférence. Des dossiers à renvoyer ou à remplir, ça peut se faire par visioconférence. Il y a beaucoup de choses qu'en fait, on peut faire de chez soi. Ce n'est pas idéal, mais c'est comme ça. C'est une situation critique. Il y a quand même des chiffres sur la capacité des gens à faire du télétravail. Hein. La France n'est pas totalement devenue une société de services où tout le monde peut justement travailler en distanciel. Il y a aussi énormément de gens aujourd'hui qui sont en chômage partiel et qui risquent par ailleurs de tomber en chômage tout court. Hein, dans les semaines qui viennent, avec vraisemblablement, on voit bien la petite musique là en ce moment monter du côté du MEDEF et des parlementaires de droite sur le thème il va falloir faire sauter les 35 heures et puis on va vous remettre au travail parce que machin. Donc j'imagine aussi que dans les semaines, dans les jours qui viennent, passer le moment où on va dire non mais vous inquiétez pas, vous aurez des attestations indiquant que l'école n'a pas été réouverte chez vous et que donc vous ne pouvez pas. À partir du moment où Muriel Pénicaud en plus explique que le chômage partiel va s'arrêter paf le 1er juin et qu'ils ne pourront pas continuer à payer pour tout le monde indéfiniment
etc., etc., il est probable qu'il y ait une pression des entreprises pour dire à leurs salariés, sauf ceux qui continuent à travailler et grâce auxquels la société a tenu quand même en grande partie jusqu'ici. Écoutez, il y en a plein qui vont reprendre parce qu'ils ont besoin. Si vous ne vous reprenez pas, vu les difficultés de la boîte, ça va être licenciement tout court. Voilà. Alors eux, ils n'auront plus de problème pour garder leurs enfants, ils en auront d'autres. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas en télétravail et pour lesquels les solutions qui ont été trouvées pour les publics dits prioritaires ne fonctionnent pas. Il y a aussi tous les enfants qui, jusqu'à juin, juillet, on peut se dire oui, effectivement, ça peut tenir, mais tous les enfants ne supportent pas forcément, même si aujourd'hui, ils ont le droit de sortir de chez eux, à défaut d'aller à l'école, ne supportent pas forcément de la même manière d'être séparés des autres, de ne plus avoir la classe. Tous les parents ne sont pas capables. Moi, d'ailleurs, le premier qui me dit que être enseignant, c'est un boulot de feignant et qu'on peut tout le temps refaire le même cours. Moi, j'étais très content que mon l'instit de ma fille m'envoie tous les jours les cours sur papier pour suivre. Je me dis que je peux tenir devant un enfant à faire la classe devant un enfant, mais encore faut-il qu'on prépare les cours et avec 20 devant, je ne sais pas comment je ferais. Mais tout le monde n'a pas les mêmes moyens, y compris de retransmettre à ses enfants cet enseignement. Je suis d'accord, l'éducation, c'est le rôle des parents, ce n'est pas le rôle de l'école, mais l'instruction, l'enseignement, c'est quand même mieux quand ce n'est pas fait par un prof. Je me disais que Nicolas allait réagir. Tu as complètement, non, mais t'as complètement raison. C'est-à-dire que ça pose plein de questions. Mais en fait, c'est ce que j'essaie de faire passer, mais c'est ce que je répète un peu à longueur de temps. C'est comme ça. En fait, il y a un moment où il faut arrêter de s'agiter. Il y a un virus mortel. Alors, ce n'est pas Ebola, on est tout à fait d'accord. Il n'y a pas 70% de mortalité. Heureusement, je pense qu'on en est tous clairement heureux. Mais enfin, il y a quand même un sérieux danger, puisqu'en 2 mois, il a fait beaucoup plus de morts que la grippe saisonnière en 1 an. Ça, je veux dire, il faut quand même le rappeler, parce qu'on entend quand même beaucoup n'importe quoi, entre vidéos complotistes et autres. Bon, c'est un virus dangereux qui tue aussi des jeunes. Et je ne vois pas en quoi ça serait pas grave que ça tue des personnes âgées au passage. Donc, il y a un virus qui sévit dehors. C'est comme ça, je veux dire, on fait comme on peut, et puis ça sera imparfait, et puis on reprendra peut-être mieux en septembre, ou en octobre, ou en novembre. Mais il n'y a pas de tragédie à long terme. C'est ça qu'il faut essayer de remettre dans la tête de tout le monde. Il faut tous qu'on s'apaise, qu'on se calme. C'est pas grave. Il n'y a rien de tragique. Justement, ce qui serait tragique, c'est qu'on retourne tous trop tôt, et qu'on tombe tous malades, et qu'on perde des gens qu'on aime. Ça serait tragique. Dans plusieurs pays européens, il est envisagé de faire classe, de séparer les classes en 2, avec une partie en présentiel, avec des télécours préparés. Alors bien évidemment, on ne peut pas imaginer que c'est lieu en même temps, parce qu'un enseignant ne peut pas être à la fois devant une demi-classe et préparer des télécours. Enfin, les modalités ne sont pas très claires, mais éventuellement une retransmission en direct, comme on fait maintenant, du cours, mais bien évidemment, ça demanderait un équipement vidéo ou alterner des cours à la maison et des cours en présent. Qu'est-ce que vous pensez de ce type d'organisation qui, à ma connaissance, n'ont pas du tout été envisagées par le gouvernement français ? Nicolas ? Pourquoi pas? Mais les situations sont toutes différentes. C'est tout le problème d'ailleurs du modèle finlandais, du modèle allemand. Il est toujours… alors là, je ne sais pas si c'est de ça qu'il s'agit, hein, mais quand on prend un modèle étranger… en fait, c'est le belge. A priori, c'est le belge. Là, c'est belge. Mais de manière générale, en fait, on le prend sans regarder le contexte spécifique ou sans regarder les défauts que ça peut avoir. Alors là, pour la Belgique, ce n'est pas le cas. Mais quand on parle des Finlandais, en général, c'est pour dire que chez eux, c'est génial
Et on se rend compte qu'en fait, ils ont une sélection dans le supérieur qui est horrible, qui est d'une cruauté sans nom, et qu'en attendant, ils sont 10 par classe avec 2 ou 3 adultes. Donc, effectivement, et ils sont 3 millions d'habitants. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors là, bon, faire un demi-groupe d'un côté et un demi-groupe de l'autre, en classe, l'autre en visio, pourquoi pas, mais j'ai peur que ce soit la porte ouverte au rêve de Blanquer, c'est-à-dire une espèce d'école où il n'y ait plus 1 million de profs, mais 100 000. Alors peut-être très bien payés au passage, hein, ça on verrait, mais qui ferait des conférences vidéo avec un surveillant super mal payé qui garderait des enfants en classe, qui serait une espèce de surveillant point. Et ça, c'est vraiment pas l'école que j'aime et que je souhaite pour demain. Je pense que ça serait une école catastrophique. Il y a Pierre qui fait remarquer effectivement qu'on a des difficultés à équiper correctement les profs et en matériel qui serait nécessaire pour faire ce type d'action. Et même d'ailleurs, ça pose la question de l'équipement des familles. Mais je vais passer la parole à Pierre. Ça marche. Ah. C'est bon. Ça y est, ça marche. Voilà. Oui, bah oui. On a quand même quelque chose de très, là aussi, de très contradictoire à nouveau, mais on ne cesse de se heurter à des contradictions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enseignants sont dans l'obligation de se payer eux-mêmes leur matériel informatique. Ça devient une obligation absolue depuis là ces 2-3 mois, mais ça l'était déjà avant, d'avoir chez soi un ordinateur parce que lorsque l'on rentre maintenant depuis un certain nombre d'années des notes, ça passe par l'informatique. Lorsqu'on remplit des bulletins pour les fins de trimestre, ça passe par l'informatique. Donc on a une obligation d'équipement, mais on doit, c'est à notre charge financièrement. Donc là, il y a quand même déjà un premier problème, alors que dans plein d'autres métiers, eh bien, on a l'ordinateur du travail professionnel qui nous est confié. Hein. Si on déménage, si on part, si on quitte le métier, on le rend. Mais normalement, ça devrait faire partie d'un équipement de fonction. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et puis ensuite, Frédéric, tu viens de le dire, il y a le problème de l'équipement des familles. C'est vrai qu'on a constaté une énorme diversité des situations, sans parler, moi je suis dans une zone qui est semi-urbaine, semi-rurale. Nous avons des enfants qui habitent à la campagne, qui sont dans des zones blanches et où ça passe très très mal sur le plan du réseau. Mais ce qui est sûr, c'est que là aussi, l'ambiguïté n'a pas été levée sur enseignement à distance, enseignement en présence. Parce que finalement, en laissant le libre choix aux familles, le ministre a dit « soyez tranquilles, on continuera un enseignement à distance aux enfants qui ne viendront pas en classe ». Sauf que qui va assurer cet enseignement à distance si au bout de quelques semaines, la majorité des enseignants sont occupés par un enseignement en présence? Pour l'instant, ça n'a pas été très clairement réglé et dit. Or, là aussi, faut pas se leurrer. Les conditions de reprise ne sont pas faites pour que tous les enfants puissent reprendre. Jusqu'à 50% des effectifs. Aujourd'hui, on a, je crois, 15% cette semaine dans les écoles à peu près, nationalement seulement, des enfants qui reprennent. Dans les collèges, les prévisions pour la semaine prochaine, c'est un maximum de 50%. Dans ces conditions-là, on arrive à tenir les préconisations sanitaires. Si on a 80% des enfants qui reprennent, à partir du 2 juin, par exemple, parce que les familles ne pourront plus rester en chômage partiel et il risque d'y avoir un afflux beaucoup plus important, 80% des élèves qui reprennent, je ne suis pas sûr que tous ces élèves puissent être accueillis dans les établissements scolaires. Je suis même plutôt persuadé du contraire. Il y aura d'énormes difficultés, il y aura des choix qui devront être faits. Tout ça, pour l'instant, là-dessus, le ministère a préféré mettre un petit peu la poussière sous le tapis sur ces questions-là. Donc, pour l'instant, c'est pas une vraie reprise. Et les préconisations sanitaires font qu'on ne va pas pouvoir vraiment reprendre d'une manière normale, classique. Ça n'est pas possible.
Merci Pierre. Alors, il est 19h20, donc ça fait déjà 1h20 que nous sommes à l'écran et à vos oreilles. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir avant que Nicolas puisse faire une conclusion? C'est le moment ou jamais de lever la main, de me faire signe et de se lâcher devant le micro et devant l'écran. Je passe la parole à Nicolas et puis il va conclure. L'école de demain, concrètement, il faut qu'elle soit sortie de toute idéologie. C'est vraiment ce que je voulais faire passer comme message. Et quelles que soient les convictions politiques ou autres qu'on puisse avoir, l'école doit être pragmatique. C'est s'occuper des générations futures, c'est s'occuper de ceux qui seront les citoyens de demain. Donc, il faut arrêter de tout voir sous le prisme ou sous l'angle d'une idéologie qui va être dans le déni de réalité. Tant au niveau de la discipline que du niveau scolaire, au niveau du rapport entre les adultes, les enfants, les adultes entre eux à l'école. Il y a cette infantilisation constante à l'école qu'il va falloir combattre. On n'a pas infantilisé des adultes. Encore aujourd'hui, des adultes par les IEN dans l'enseignement primaire sont en permanence traités comme des enfants, grondés, menacés, etc. Donc ça ne doit pas être possible. On ne doit pas être dans une logique comptable. L'école ne peut pas être vue comme quelque chose qui coûte ou rapporte. En fait, l'école, elle ne coûte rien et elle rapporte beaucoup plus que ce qui est dit. Elle est beaucoup plus rentable, beaucoup plus utile et elle rapporte beaucoup plus d'argent finalement que n'importe quelle entreprise privée. Pourquoi? Parce que les gens passés par l'entreprise privée qui les font fructifier, ils sont passés par l'école. Et c'est aussi grâce à l'école, pas seulement heureusement par leur naissance, en général, ou par héritage, qu'ils ont réussi. Combien du 1,5 million, je crois, de M. Macron peut-on imputer à l'école quand il a travaillé chez Rothschild? Il y a une part de cet argent qui est grâce à l'école, qu'il a gagné grâce à l'école. Donc, c'est quelque chose de très rentable, le service public. Au contraire de ce qu'on a entendu, le monde d'après doit s'en rendre compte, doit comprendre complètement que le service public est utile, plus utile que la moyenne, et ce n'est pas méprisant pour les autres de le dire, mais désolé, oui, un jeune cadre dynamique dans la pub est moins utile qu'un prof ou qu'un médecin, pour la société dans son ensemble, pour le collectif, j'entends, dans son rôle. Et il faut le répéter avec force. Donc, une école de demain solide, une école de demain qui fait une place à la discipline, au savoir, et qui arrête d'être dans le comptable, dans le fric, dans l'idéologie. Je pense qu'elle serait déjà bien meilleure et qu'on aurait des jeunes bien mieux dans leur peau. Merci. Alors, je crois qu'il y a une personne qui veut prendre la parole quand même. Madame Vélob. Madame Vélob, bonjour. Vous m'entendez? Je vous entends. Ok, donc je suis en train de me familiariser avec les webinaires, vu que c'est la deuxième fois que j'en fais, donc je ne connais pas encore trop les fonctions, etc. Allez-y. Je m'appelle Céline et je suis professeure d'anglais en Martinique. Donc, je voudrais juste vous donner un petit peu mon vécu ici. Alors, les collèges et lycées ne reprennent pas au mois de mai. Ça a été décidé par la collectivité. Je sais qu'il y a une commune qui ne reprend pas du tout ni en mai ni en juin. Et cette commune reprend au mois de septembre. Alors, peut-être qu'on reprendra en septembre, mais on ne le sait pas encore. Bon, si on reprend en juin, on verra comment ça s'organise. Mais il faut savoir que nos syndicats sont très farouches et qu'ils ont dit que si les conditions sanitaires ne sont pas au point, qu'aucun professeur ne va reprendre le travail. Donc, si on n'a pas de masque, si on n'a pas de gel, si les conditions ne sont pas réunies, il n'y aura pas cours. Alors, pour ma part, je rejoins Nicolas Glière dans ses propos parce que je constate que la situation de l'école se dégrade de plus en plus. Il n'y a que 10 ans que j'enseigne, mais je vois une totale différence entre ma première et ma deuxième année et ce qui se passe maintenant. Donc, maintenant, le chef d'établissement est l'ennemi public des enseignants parce qu'en fait, il est carrément missionné par le rectorat pour pouvoir faire des rapports derrière notre dos et pour pouvoir nous nuire. Donc, alors, il faut savoir qu'avec mes 2 procédures judiciaires, maintenant j'ai la paix et je suis crainte, mais ce n'était pas le cas avant. Alors, j'ai changé d'établissement parce que dans l'établissement où j'étais avant,
j'ai porté plainte contre l'ancienne principale. Donc, cette femme n'est plus principale puisque c'était sa dernière année. Elle s'est bien lâchée, hein, la dernière année. Donc là, elle est à la retraite maintenant, mais elle est en correctionnelle. Et là, j'ai changé d'établissement. Et malgré le fait que j'ai changé d'établissement, eh j'étais encore harcelée parce que la nouvelle chef d'établissement était de mèche avec l'inspectrice. Et en fait, elle continuait le travail de la précédente chef par solidarité. Parce qu'elle se connaissait, donc cette femme que je ne connaissais pas et avec qui je n'ai jamais eu aucun souci, s'est mise à me harceler également. Donc, quand je disais harceler, il faut savoir que cette femme cachait des documents. Elle cachait des documents concernant des réunions. Elle cachait des plannings pour pouvoir, les plannings qui nous disent à quelle date il faut remplir les conseils de classe, les bulletins des élèves. Donc, en fait, elle voulait me créer un retard. Elle voulait que je fasse mon travail en retard pour qu'elle puisse ensuite se plaindre de mon rectorat. Donc, cette femme a eu également d'autres agissements envers moi, hein, mais ça passait surtout par la rétention des formations, la rétention de documents. Cette femme venait me surveiller dans ma classe. Bon, elle l'a fait qu'une seule fois, hein, mais comme je ne rigole pas, donc elle a eu peur de moi et elle ne l'a pas refait. Mais il faut savoir que l'école est complètement dégradée par le nouveau système de management qui est mis en place. Tout à fait. Donc, les syndicats nous ont fait savoir que cela vient du néo-management qui est appliqué aux États-Unis. Et c'est exactement le même management qui était en place à France Télécom, où 19 salariés se sont suicidés. Donc, maintenant, il n'y a plus aucune unité entre la hiérarchie et les enseignants. On assiste à un combat permanent et c'est pour ça que l'école va aussi mal, parce qu'il n'y a pas d'entente. Lorsqu'on le regarde bien, les syndicats se battent contre le recteur se bat contre le ministre tient des propos déplacés envers les enseignants se battent contre les chefs d'établissement se battent contre les enseignants. Donc, c'est une espèce de bagarre générale qui fait que l'école ne peut pas fonctionner alors qu'il est. Il y a aussi un manque de moyens. Alors, en Martinique, c'est catastrophique. Alors, je sais qu'en France, vous avez des tableaux interactifs, vous avez peut-être le Wi-Fi dans les... Pas partout. Non. Donc, moi, il faut savoir que dans tous les établissements où je suis passée, je n'ai eu qu'un bureau et des chaises. Et c'est tout. On n'a pas d'ordinateur. Alors, ça dépend, on en a deux, hein, mais on n'a pas d'ordinateur dans les classes. Parce que quand j'étais en Angleterre, j'étais assistante en Angleterre dans une école et j'ai été impressionnée de voir tout le matériel qu'il y avait. Donc, dans les classes, il y avait un tableau interactif. Il y avait un ordinateur pour l'enseignant. Il y avait une télé pour montrer des vidéos aux élèves. Il y avait des casiers dans la salle et les élèves pouvaient y laisser leur matériel. Donc, nous, en Martinique, on n'a absolument rien. Moi, je me bats contre ça. Donc, je peste tous les jours pour pouvoir au moins obtenir une salle d'anglais. Puisque moi, alors j'ai 18 heures, 18 salles. Hein. Je me promène dans l'établissement H24 à toutes les heures. Et en plus, mon établissement est sur 2 sites. Donc, imaginez un peu, je fais des allers-retours comme un mouton égaré de salle en salle et de site en site. Ça me fatigue énormément. Donc, alors le métier est particulièrement dégradé parce que les enseignants n'ont pas les conditions nécessaires pour pouvoir enseigner. Et non seulement ils n'ont pas les conditions, mais ces conditions-là sont encore dégradées par le chef d'établissement lui-même qui cherche à nuire à l'enseignant. Donc, pour pouvoir régler ce problème, il faudrait que les chefs d'établissement reconsidèrent l'opposition. Ensuite, je suis entièrement d'accord avec Olivier, c'est ça? J'oublie ton nom. Enfin, je suis entièrement d'accord avec la personne qui s'est exprimée, qui disait... Ah, c'est Nicolas. En fait, tu disais qu'il faudrait que les chefs d'établissement aient quelques heures d'enseignement. Et c'est exactement la solution que je préconise à cela. Parce que le système scolaire ne va plus. Alors, je ne sais pas si auparavant c'était bien. Alors, mes anciens collègues, enfin mes collègues qui ont enseigné depuis 20 ans, 30 ans m'ont dit qu'avant, ce n'était pas comme ça. Donc, ça s'est dégradé. Mais il faut savoir qu'on ne pourra jamais emmener les élèves à la destination de la réussite avec un parcours semé d'embûches comme on assiste maintenant. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Alors, en ce qui concerne mes deux procédures, donc j'attends, alors avec le confinement, le tribunal administratif est fermé. Donc, il n'y a que les procédures les plus urgentes. Et puis en correctionnel, j'avais une